Le pétrolier Prestige s'est finalement brisé en deux avant de couler à 270 km des côtes espagnoles. La plus grande partie du fioul est toujours à l'intérieur. Les experts redoutent une pollution diffuse. Le débat est relancé sur l'application de la réglementation sur la sécurité en mer. Pourvoi en cassation rejeté pour José Bové, qui est donc condamné à 14 mois de prison ferme. La Confédération paysanne, appuyée par la gauche, demande à Jacques Chirac de le gracier. Un très léger vent d'optimisme à Bagdad. Les premières discussions avec l'avant-garde des inspecteurs sont en progrès, d'après ces derniers. L'Irak s'engage par ailleurs à respecter la date butoir pour la déclaration de ses armes de destruction massive. Comment enseigner le fait religieux à l'école tout en respectant la laïcité? C'est l'un des chantiers ouverts par le gouvernement. Le 11 septembre est passé par là. Qu'en est-il aujourd'hui? L'enquête de cette édition dans un collège d'Evry. Enfin, la mort de l'un des 7 mercenaires, l'acteur James Coburn, a succombé à une attaque cardiaque. Il avait 74 ans. Bonsoir à tous, merci de votre attention, très heureux de vous retrouver. Avant de développer ces titres, quelques mots de la grève à France Télévisions. Elle se poursuit, ce journal est donc réalisé dans des conditions particulières. L'intersyndicale réclame, je vous le rappelle, entre autres une augmentation générale des salaires. Interrogé sur le sujet à l'Assemblée nationale, le ministre de tutelle Jean-Jacques Ayagon a répété qu'aucune négociation ne pouvait avoir lieu que dans les limites des cadrages budgétaires pour 2002 et 2003. Le naufrage du pétrolier Prestige et la crainte donc d'une nouvelle marée noire. Le navire a sombré en milieu d'après-midi par 3500 mètres de fond après s'être brisé en deux. 2 nouvelles nappes de fioul se sont échappées des coques. Une pollution de grande ampleur n'est pas à exclure, y compris sur les côtes françaises. Gilles Marinet. Cassé en deux, le Prestige vit ses dernières heures. La proue du pétrolier émerge encore ainsi que l'arrière, mais les deux parties vont sombrer en milieu d'après-midi par 3500 mètres de fond. Après 6 jours d'errance assistés par plusieurs remorqueurs, le bateau s'est donc abîmé au large des côtes de Galice. Dans les soutes, 70 000 tonnes de fioul. À ce moment-là, les autorités espagnoles ne sont pas en mesure d'en tirer toutes les conséquences. Il est en train de couler à 270 km des côtes. Pour l'instant, on ne peut pas estimer les conséquences du naufrage, mais une cuve se serait fissurée au moment où le bateau s'est cassé en deux. Alors oui, dans ce cas, il y a un risque de pollution. Déjà, en fin de semaine, 5000 tonnes s'étaient échappées des cales du navire, polluant des dizaines de kilomètres de côte en Galice. Actuellement, 2 nappes sont apparues sur le lieu du naufrage. Les courants, le vent, pourraient lentement porter cette pollution en France vers les côtes aquitaines. Le désastre du pétrolier Prestige ne fait peut-être que commencer. Oui, on sait que le pétrole transporté par le navire est un fioul particulièrement polluant. Les fuites sont-elles inévitables et quels sont les moyens de tenter de les contenir? Nicolas Châteauneuf. Un fioul de mauvaise qualité utilisé parfois comme carburant, voilà ce que les Espagnols ont découvert ce matin sur les plages de Galice. Visqueux, d'une densité proche de l'eau, le pétrole contenu dans les cales du Prestige ressemble fort à celui que transportait l'Erika. Des caractéristiques communes testées et analysées ici au Cèdre de Brest. Dans ce centre de lutte contre les pollutions marines, on connaît bien ces résidus pétroliers. En quelques heures, ils se mélangent avec l'eau et forment une pâte dense et gluante. On voit se détacher des nappes, des petites boulettes de pétrole, plus ou moins grosses, et on voit aussi des toutes petites particules qui ont probablement la même densité de l'eau, qui se baladent dans l'ensemble de la colonne. Contre ce type de pollution, impossible d'utiliser des détergents. Les ingénieurs du Cèdre ont donc mis au point des pompes spécifiques. C'est comme une moulinette ou un hacheur à faire de la viande hachée. Hein. Le pétrole est écrémé par-dessus, tombe là-dedans, hein, est repris par la pompe et puis ensuite il sort par là pour le bateau. Déjà, plusieurs de ces pompes sont parties pour l'Espagne ainsi qu'un remorqueur, l'Ailette, affrété par la Marine nationale. Mais pour lutter contre les 70 000 tonnes de fioul que transportait le Prestige, il en faudrait des dizaines. Alors les Espagnols se préparent au pire et déploient le long de leurs côtes des barrages flottants. Mais si la météo n'est pas favorable, ces maigres remparts ne freineront que difficilement la progression des nappes. On l'imagine, ce nouveau naufrage est évidemment suivi de très près du côté de la Bretagne, 3 ans après la catastrophe de l'Erika. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Les réactions, le point sur les indemnisations aussi, envoyés spéciaux Paul de Genève, Pascal Caron. 3 ans depuis le naufrage de l'Erika. 3 ans, c'est aussi le temps qu'il a fallu au Croisic pour se relever de cette marée noire. Aujourd'hui, sur ces quais, l'activité a repris, presque comme si de rien n'était. Mais le souvenir de la catastrophe est toujours présent. Tous, marins, pêcheurs, restaurateurs, habitants, ont été touchés
Tous ont attendu et attendent toujours leur indemnisation. À l'heure actuelle, il nous reste encore près de 2 millions de francs à recevoir de la catastrophe de l'Erika au niveau de la commune, sans parler des particuliers. Interdit de récolter ses coques et ses huîtres pendant 6 mois, ce conchiliculteur a reçu très vite des subventions de l'État, mais il garde un souvenir amer de ces années. Moi et mes collègues, on a vécu ça quand même assez mal. Assez mal parce qu'on venait de se ramasser une catastrophe en 97 où on avait déjà perdu toutes nos coques. On se relevait juste pour retomber encore en plus. Au fond de la baie du Croisic, les marais salants de Guérande, ils n'avaient pas été touchés par le fioul de l'Erika, mais les producteurs avaient préféré suspendre d'eux-mêmes leur récolte. Il y a quelques jours seulement, ces producteurs ont déposé leur dossier devant le fonds d'indemnisation. On n'a pas été indemnisé sur la totalité de la production que nous n'avons pas faite. Et on est, bien qu'on soit déjà à 3 ans après l'accident, le problème n'est pas réglé complètement et totalement en ce qui concerne les producteurs. Le pétrolier qui coule en ce moment au large de l'Espagne est passé non loin de ses côtes. Ici, tous savent qu'ils auraient pu être touchés une fois encore. Coïncidence, ces jours-ci, le marin Joe Le Guen présente son film Marée Noire, précisément consacré à l'Erika. Nous l'avons rencontré à Paris, il s'insurge contre le manque de détermination au niveau européen. C'est un coup de gueule, écoutez. Il faut comprendre que si un port est draconien et fait des contrôles sérieux sur les bateaux et que le port d'à côté ne le fait pas, les armateurs vont changer de port. La seule solution, c'est harmoniser l'Europe, la législation européenne en matière de sécurité maritime et du reste, de façon à ce que les armateurs, déjà avec des bateaux poubelles comme le Prestige, comme l'Erika, qui sont déjà interdits de séjour aux USA, en fait soient aussi interdits de séjour en Europe, et donc ces bateaux, ils les mettront à la casse. C'est parce que nous les laissons rentrer, travailler avec nous, que ces bateaux naviguent. Ce ne sont pas des bateaux de guerre qui rentrent dans les ports avec des canonnières. Nous les acceptons, nous leur facturons des frais de pilotage, de remorquage, de port, et nous les chargeons et les déchargeons. Aujourd'hui, on peut dire, sans exagérer, que ce serait un pur miracle qu'on n'ait pas une seule goutte de pétrole sur nos côtes un jour ou l'autre avec cette histoire. N'oubliez pas que l'Erika a fait naufrage le 12 décembre 1999 et que le fioul est arrivé à la côte le 27 décembre 1999. Oui, cette marée noire de l'Erika avait pourtant provoqué un sursaut. La réglementation a été durcie, mais elle tarde, semble-t-il, à entrer en application. Explication à Patrick Fandiou. Dans une Europe idéale, voici à quoi ressemblerait un pétrolier. Un navire tout neuf, un pavillon d'un état sans complaisance, une double coque. La Commission européenne en rêve depuis le naufrage de l'Erika. En 2000, elle s'est décidée à bannir les bateaux poubelles, ou du moins à les contrôler chaque année. Mais les États membres n'en font toujours pas assez. La France a l'obligation d'inspecter un bateau sur 4 dans ses ports, mais elle n'en contrôle péniblement qu'1 sur 10. Et pour cause, il n'y a que 54 inspecteurs pour surveiller 6000 navires. Les mesures adoptées après l'Erika tardent à prendre effet. Le pétrolier Prestige, qui a sombré ce matin, aurait pu naviguer jusqu'en 2005. Ce n'est qu'à cette date que seront interdits progressivement les navires à simple coque. Bruxelles doit faire face aux pressions des États maritimes, des armateurs, des pétroliers. Tous veulent réduire les coûts. Résultat, les produits les plus polluants sont transportés dans les navires les moins fiables. Pour les écologistes, si rien n'est fait plus vite, d'autres Erika, d'autres Prestiges vont se produire fatalement. Voilà, et d'ici la fin de ce journal, nous devrions retrouver notre envoyé spécial en Galice, Loïc Delamornay. L'autre actualité de cette journée, c'est la confirmation de la condamnation de José Bové pour destruction de plants transgéniques. 14 mois de prison ferme. Et ce soir, la gauche se mobilise pour demander sa grâce. Yasmina Farber, Julia Delage. Les arguments de José Bové devant la Cour de cassation n'ont pas convaincu. Pour lui, la destruction des plants de maïs génétiquement modifiés était une nécessité. Les OGM représentent un danger. Mais les magistrats ont rejeté ce pourvoi. Le porte-parole de la Confédération paysanne va devoir purger ses 14 mois de prison. José Bové dénonce une atteinte au droit syndical. On n'a pas connu en France d'incarcération de responsables syndicaux nationaux depuis l'époque de Vichy pendant l'occupation. Donc aujourd'hui, c'est une situation inédite dans ce pays et maintenant il est de la responsabilité du président de la République de trancher et de savoir si la France doit être le premier pays à incarcérer des syndicalistes qui se sont opposés aux multinationales dans l'agriculture. Les mouvements écologistes qui soutiennent l'opération musclée de José Bové contre les OGM se disent très choqués. Pour eux, c'est une action de légitime défense.
Le syndicat paysan demande au président de la République d'exercer son droit de grâce. En attendant de connaître la date de son incarcération d'ici quelques jours, José Bové a décidé de continuer sa route de militant. Et si José Bové est condamné à de la prison ferme, Roland Dumas, lui, la voit s'éloigner comme la plupart des autres protagonistes de l'affaire Elf. L'avocat général de la Cour d'appel a donné tout à l'heure ses réquisitions. C'est une surprise. Prison avec sursis pour tout le monde, sauf Alfred Sirvin et Christine de Viégeancourt, alors qu'en première instance, des peines de réclusion ferme avaient été prononcées. Dominique Verdaillan. Une accusation en net retrait. Roland Dumas a bien profité du train de vie de Christine de Viégeancourt, souligne l'avocat général. Sa proximité avec elle ne devait lui laisser aucun doute sur l'origine des fonds. Mais le magistrat passe très vite sur les bottines et les statuettes. Résultat, l'avocat général requiert une peine de prison sans en fixer la durée. La seule chose qui pourrait me satisfaire, c'est qu'on reconnaisse son innocence complète et totale. J'allais dire qu'elle a été reconnue par le parquet à 90, 97, 98, 99,5%. Alors il va me rester à faire l'effort, c'est peut-être le plus difficile. Christine de Viégeancourt a-t-elle travaillé pour Elf? Le magistrat n'est pas convaincu. Tout cela, dit-il, est impalpable, flou, mystérieux. Il requiert 2 ans, dont 6 mois ferme. 22 mois ferme contre Alfred Sirvin, autrement dit le temps qu'il vient de passer en prison. Je pense, dit l'avocat général, qu'il a admis le principe de sa culpabilité. Argument jugé un peu court par la défense. La démonstration ne peut pas me convaincre dans la mesure où nous n'avons pas eu de démonstration, nous avons eu des hypothèses. Donc, quand au stade de la Cour d'appel, nous avons un avocat général qui fonde son réquisitoire sur essentiellement des hypothèses, nous avons encore des questions à nous poser. Le plus surpris de tous les prévenus, c'est Loïc Le Floch-Prigent. Il s'attendait au pire. L'avocat général fait tomber certaines accusations et se montre clément en requérant 30 mois de prison avec sursis. Tous ont compris que la donne a changé. L'avocat général évoque sans détour les incohérences, les difficultés juridiques, les contradictions de ce dossier. Concernant même certaines accusations contre Roland Dumas, le magistrat va jusqu'à dire « on est un peu surpris par un tel raisonnement ». Bref, tous les prévenus l'ont compris, cet après-midi c'était aussi le procès de l'instruction. Enfin, justice encore, revoici l'affaire des paillotes corses. 2e journée du procès en appel à Bastia. Le préfet Bonnet, qui nie toujours avoir été associé à la décision d'incendier les restaurants de plage, fait face à ses accusateurs. Pour lui, la responsabilité est à chercher au-dessus ou au-dessous, mais en aucun cas de son côté. Stéphane Bretner sur place. Cette fois-ci, Bernard Bonnet a pris les devants. Hier, c'était son avocat qui passait en tête face aux journalistes. Aujourd'hui, l'ancien préfet se dirige seul vers la salle d'audience, mais devant de moins en moins de caméras. À la barre, Bernard Bonnet hésite, vacille même parfois. L'incendie de la première paillote par son directeur de cabinet, le colonel Mazère, une sortie de collégien inexplicable. Alors, pourquoi n'avez-vous rien dit, lui demande le président. J'ai couvert, mais je n'aurais pas dû. Mais vous avez demandé le renvoi de l'un de vos collaborateurs. Pourquoi pas eux, renchérit le président. Ça n'aurait pas été équitable eu égard à leurs états de service, assume l'ancien préfet. Rien de neuf donc dans ces 45 minutes de dialogue déjà entendus en première instance. C'est au niveau du visage, hein. Le colonel Henri Mazère est soucieux de son image, mais moins de celle de son ancien préfet. Bernard Bonnet m'a demandé de détruire la paillote. Il trouvait que ça n'allait pas assez vite, explique-t-il à la cour. Pourquoi avoir exécuté cet ordre, lui demande le président. Mon chef, c'était Bernard Bonnet et je n'ai pas à refuser l'ordre d'un supérieur. L'ordre était assorti de l'engagement du secret. Il a dit également que dès les premières minutes, il avait fait offrande au préfet Bonnet de sa détermination, loyauté et honnêteté. C'est ce qu'il a fait. On peut le lui reprocher aujourd'hui, mais cela étant, il n'a fait que suivre sa morale. Comme à Ajaccio l'année dernière, la Cour examinera demain l'enregistrement pirate d'une conversation censée impliquer le préfet Bonnet. Après 2 jours d'audience, on attend toujours que ce nouveau procès commence. Et puis l'affaire des malversations à la direction des constructions navales de Toulon, affaire qui porte sur des milliers de salariés non déclarés. On a appris tout à l'heure que le directeur de la DCN, Jean-Marie Poinbeuf, a été mis en examen après 63 autres personnes. En bref, soirée de violence à Pau. Des incidents ont opposé les forces de l'ordre à certains habitants du quartier de Lous-les-Bois, et ce après une vaste opération anti-drogue menée la veille. 130 perquisitions, 32 revendeurs ou resellers présumés placés en garde à vue, un calme précaire
régnait aujourd'hui dans la cité. À Draguignan dans le Var, c'est, pour reprendre l'expression de la gendarmerie, un très gros réseau de vols de voitures entre la France, la Tunisie, la Belgique et l'Italie qui a été démantelé. 33 personnes ont été placées en garde à vue. Plus de 30 véhicules et motos ont été saisis. Retour maintenant en Galice pour retrouver notre envoyé spécial Loïc Delamornay au soir donc du naufrage du pétrolier Prestige qui a coulé à 250 km au large des côtes. Loïc, est-ce qu'on a des indications sur la direction prise par les nouvelles nappes de fioul? Alors David, nous venons d'arriver à l'instant à Playa de Cayón, qui est une localité à 20 km au sud environ de la Corogne. Derrière ces plages que vous voyez derrière moi, certaines nappes de mazout commencent déjà à arriver. Des marins pêcheurs et des habitants commencent déjà à essayer de gratter le sable comme ils peuvent. Ce qu'il y a de très inquiétant, c'est que le navire a sombré dans la journée. Et déjà, ce soir, on commence à détecter d'autres nappes de fioul à 170 km du lieu du naufrage. Ça veut dire que, effectivement, la nappe de pollution se déplace. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on ne sait absolument pas où elle va se diriger. Car vous savez, les courants marins se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que les vents marins ne vont pas forcément dans la même direction, ils peuvent même aller dans un sens inverse. Donc, dans les heures et les jours qui viennent, on ne sait pas du tout où cette nappe de pollution va se diriger, si c'est vers l'Espagne, vers le Portugal ou même vers la France. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le navire a sombré par 3500 mètres de fond. Il y a du bon et du mauvais dans cette profondeur. Le mauvais, c'est que à cette profondeur, le navire risque de distiller sa pollution pendant des semaines, des mois, voire des années. Et on aura comme ça des nappes de mazout qui arriveront de manière assez éparse au gré du temps. Mais l'avantage, c'est que 3500 mètres de fond, c'est une profondeur où l'eau est très froide et cela pourrait aider à coller ce mazout, à l'agglomérer et donc à éviter une pollution de très grande importance. Merci Loïc pour ces toutes dernières indications en direct donc de Galice en Espagne. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord ce climat, je vous le disais, de relatif optimisme à Bagdad, au deuxième jour de la mission d'avant-garde des inspecteurs. Première rencontre avec le ministre irakien des Affaires étrangères, rencontre de courtoisie selon les deux parties. L'Irak affiche sa bonne volonté. Sur place, nos envoyés spéciaux, Bertrand Coq, Philippe Jasselin. L'ONU est de retour en Irak et le fait savoir. Ce matin, les représentants du corps diplomatique ont été reçus par Hans Blix, le chef de la nouvelle commission de contrôle, au Canal Hotel, le siège des Nations Unies à Bagdad, un ancien hôtel reconverti en immeuble de bureaux. Hier, à son arrivée, le Suédois avait précisé que sa visite était destinée à renouer des contacts et à installer son équipe. Nous n'allons pas commencer les inspections aujourd'hui, ça va dans une semaine ou quelque chose comme cela, mais il faut établir notre bureau, il faut avoir des laboratoires, des jeeps, etc. Blix repart à Chypre demain. D'ici là, il voit des responsables politiques irakiens, désormais convaincus que leur avenir, comme celui du régime, dépendent de la réussite de sa mission. Une partie des personnels qui l'accompagnent reste à Bagdad pour remettre en état les installations de l'UNSCOM, abandonnées il y a 4 ans. Les premières visites de site sont prévues pour la semaine prochaine. Oui, et pour établir leur programme, les inspecteurs s'appuient sur des photos satellites, mais aussi sur des témoignages de réfugiés irakiens qui avaient connaissance du système. Eh bien, vous allez entendre l'un d'entre eux. C'est un document, il est commenté par Jérôme Bonny. Adnan Saïd se présente comme ancien patron d'une entreprise irakienne spécialisée dans les travaux d'étanchéité de locaux. Cela lui aurait donné accès à des chantiers militaires. Fin 2001, il fuit l'Irak. En transit à Bangkok, il est interviewé par un journaliste indépendant australien. Selon Adnan, dès le départ des inspecteurs de l'ONU, fin 98, Saddam Hussein aurait mis les bouchées doubles pour reconstituer son potentiel militaire. Pour un chantier, ils nous ont demandé combien vous faut-il de temps pour les travaux d'étanchéité. J'ai dit 2 mois. Ils ont rétorqué non, il faut le faire en 10 jours. Pourquoi? Notre programme c'est 10 jours. Vous devez travailler jour et nuit. Adnan affirme, documents à l'appui, avoir passé de nombreux contrats avec le ministère de la Défense irakien. Plusieurs de ces contrats concernent le site de KKA, épinglé par un rapport récent du gouvernement britannique. Le plus gros missile était construit sur le site de KKA. Après, ils ont déménagé l'usine à Rachid, puis 30 km plus loin.
Said Rashid. The name is Rashid. After that, they changed it to another place. L'ingénieur en étanchéité prétend avoir effectué des travaux sur les palais présidentiels de Saddam Hussein, notamment près de Radouaniya, le palais Nasser. Le sous-sol de ce palais n'est pas ordinaire. Il est couvert d'un revêtement résistant aux produits chimiques, comme si c'était une usine ou un lieu de stockage de produits chimiques. Vu de l'extérieur, ça a l'air d'un palais. C'est un très grand palais. Depuis ces révélations, Adnan a été mis au vert quelque part aux États-Unis, dans un lieu que même sa famille ne connaît pas. Il aurait été pris en charge par les services secrets américains. En bref, cette dernière minute en provenance d'Israël, c'est le maire de Haïfa, Amram Mitzna, qui serait élu, d'après les premiers sondages sortis des urnes, chef du parti travailliste et donc candidat au futur poste de Premier ministre lors des élections générales qui se tiendront au mois de janvier. Amram Mitzna est le chef de la tendance colombe au sein du parti travailliste israélien. Aux États-Unis, un nouveau regard sur l'un des présidents les plus aimés du siècle, une légende, John Fitzgerald Kennedy. Un historien a eu accès pour la première fois à son dossier médical et on découvre que l'homme était un grand malade, contraint à d'immenses efforts pour dissimuler sa douleur. John Kennedy souffrait notamment du dos. Il était en permanence sous calmants et somnifères. Étienne Lénart à Washington. Du président américain John Fitzgerald Kennedy, l'on connaissait les douleurs chroniques au dos. Et voilà donc qu'un historien renommé a pu avoir accès à une petite partie de son dossier médical. Résultat, une ordonnance à faire pâlir de jalousie tous les pharmaciens de la Terre, des calmants aux somnifères en passant par des médicaments contre la douleur et des traitements hormonaux. Le dossier révèle par exemple que John Kennedy recevait jusqu'à 8 injections dans la même journée pour calmer ses douleurs lorsqu'il se présentait devant la presse. Une façon de donner le change et d'offrir à son pays l'image d'un président dynamique. À la question « Comment va votre dos ?», il répondait « Cela dépend du temps et du climat politique ». En pleine crise des missiles à Cuba, les médecins du président américain lui administraient simultanément des antispasmodiques contre la diarrhée, des antibiotiques pour une infection urinaire et de la testostérone pour le ragaillardir. Mais jamais, précise l'historien, ses capacités n'ont été altérées. Car si le comité très officiel chargé de la protection de la vie privée de John Kennedy a accepté d'ouvrir même partiellement ses archives médicales, c'est aussi pour montrer sa détermination et son courage dans l'adversité, une façon supplémentaire d'entretenir le mythe. La grève en Guadeloupe suite avec un nouveau départ annoncé, celui de la compagnie pétrolière américaine Texaco. Elle est au cœur de ce conflit et elle estime que les règles de sécurité ne peuvent plus être respectées. Alix Bouillaguet. Autour du camion citerne, une escorte policière. Hier, ce sont 25 stations essence de l'île qui ont été réapprovisionnées de cette manière. Dans ces conditions, pas question pour la compagnie pétrolière américaine Texaco de reprendre la livraison de carburant de ses propres stations, trop dangereux à ses yeux. Nous ne pouvons pas laisser nos employés travailler dans ces conditions. Nous ne pouvons pas livrer non plus sous escorte policière. Et s'il n'y a pas une solution de trouver cette semaine, nous risquons de réévaluer très sincèrement la viabilité de notre société ici en Guadeloupe. Après le groupe hôtelier Accor, c'est donc au tour de Texaco de menacer de quitter la Guadeloupe. La compagnie représente environ 15% des produits pétroliers commercialisés dans l'île. Un départ éventuel qui ne semble pas impressionner le syndicat indépendantiste UGTG en conflit avec Texaco depuis 2 mois. La centrale a donc maintenu son mot d'ordre de mobilisation générale de tous ses militants, au moins jusqu'à vendredi. En attendant, malgré les appels au calme lancés par la préfecture, les Guadeloupéens ont repris leur place dans les files d'attente menant aux stations-service. Autre conflit social en France métropolitaine cette fois, le conflit des routiers qui menace de bloquer les routes à partir de samedi si les négociations n'aboutissent pas avec le patronat. Eh bien, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin lui-même a appelé à l'Assemblée à leur esprit de responsabilité. On sait que les conséquences d'un tel blocus pourraient être terribles pour l'économie française. Les routiers demandent notamment, je vous le rappelle, un 13e mois et une prime d'ancienneté. Économie encore, la Commission européenne a formellement engagé des procédures disciplinaires contre la France et l'Allemagne.
coupables d'avoir laissé déraper leur déficit public. Ce sera aux 15 ministres européens des Finances d'en décider en janvier prochain. Paris et Berlin pourraient être condamnés à une forte amende. Enfin, sachez qu'Ernest Antoine Sellière sera le seul candidat à sa propre succession à la tête du MEDEF. Ce sera le 14 janvier prochain. Éducation, comment enseigner le fait religieux à l'école tout en respectant la laïcité? C'est l'un des chantiers ouverts par le nouveau ministère de l'Éducation nationale. Le 11 septembre est passé par là. Alors nous avons voulu savoir comment l'histoire des religions était enseignée aujourd'hui. C'est l'enquête de cette édition dans un collège d'Evry. Elle est signée Nabila Tabouri et Nicolas Prader. Ces temps-ci, on a été, depuis 2-3 jours, amené à parler de quelque chose d'important. C'est quoi ce qui est important? Le ramadan, apparemment, ces collégiens savent ce que c'est. Qu'est-ce que vous allez mettre derrière le mot ramadan? En levant la main. Oui? Allez-y. C'est le jeûne. Ici, 3 élèves sont musulmans et plutôt fiers de parler de leur religion. Voilà, ce qui correspond à l'heure du coucher du soleil. Très bien. Mais vous savez qu'on a l'actualité religieuse offre à ce professeur une belle entrée en matière pour l'un des plus gros chapitres du programme d'histoire de 5e. Ouvrez vos cahiers, chapitre 2, la naissance de l'islam, petit 1. Quel est le livre saint des musulmans, mademoiselle Sanouni? Le Coran. Non, mais dans ce collège, un tiers des élèves sont musulmans. Ce cours est l'occasion de mieux se connaître. Il y a eu bien d'autres prophètes avant toi. C'est l'école qui doit nous apprendre ça parce que c'est bien d'en parler à l'école et de parler avec ceux qui pratiquent cette religion. Mais toi, tu parles avec tes camarades musulmans ou pas? Non, en dehors des cours, non. Est-ce que quelqu'un a une petite idée du nombre de musulmans? L'islam n'est certes pas un sujet de discussion dans les cours de récré. L'objectif de la leçon est donc de donner aux élèves des clés pour comprendre une religion dont ils entendent beaucoup parler et pas forcément en bien. Dans les statistiques, à peu près... Il y en a qui croient que c'est une mauvaise parce que par rapport à ce qui se passe, pour l'instant, comme le 11 septembre, c'est un musulman qui a préparé. Et un cours comme celui-là, tu crois que ça peut changer la vision de tes petits camarades qui ne sont pas musulmans? Peut-être. Le programme d'histoire du collège aborde depuis toujours l'étude des 3 religions monothéistes. Les enseignants faisaient parfois l'impasse sur l'islam. Aujourd'hui, ils y consacrent jusqu'à 6 heures de cours. Il est indispensable de prendre des précautions, de façon à ne pas heurter les susceptibilités. Et éventuellement, si les élèves se sentaient un petit peu gênés, comme sur d'autres notions, telles que les notions de racisme par exemple, de les reprendre à part après le cours pour leur donner des explications complémentaires au cas où ils auraient été choqués par tel ou tel élément. Enseigner le fait religieux en général et l'islam en particulier n'est pas simple. Des pistes sont donc envisagées par le ministère, une meilleure formation des enseignants et une amélioration du contenu des manuels scolaires. Voilà, l'histoire de l'islam est enseignée en classe de 5e, en 6e. Ce sont les religions chrétiennes et juives. L'adolescence, c'était le thème d'une visite de Jacques Chirac aujourd'hui à Damary-lès-Lys, en Seine-et-Marne. Le président de la République s'est prononcé à cette occasion pour une conférence nationale sur l'adolescence l'an prochain. Il s'agit, je cite, de faire évoluer les comportements et les actions à leur égard pour faire face à 2 risques, le laxisme ou la stigmatisation. La fin de la conférence de Santiago du Chili sur la sauvegarde des espèces menacées d'extinction avec des décisions importantes concernant notamment les éléphants et les hippocampes. Sophie Rodier. Un ballet d'hippocampes. Le spectacle est de plus en plus rare. Très apprécié pour ses vertus en médecine chinoise ou par les amateurs d'artisanat, à terme, le cheval des mers risquait de disparaître. Comme une centaine d'autres espèces, l'hippocampe est désormais protégé. Son commerce reste autorisé, mais les pays importateurs devront respecter des quotas draconiens. Ces mesures de conservation touchent aussi la flore. Pour exporter le bois d'acajou, très prisé en Europe, il faudra une autorisation, un moyen de quantifier les volumes achetés chaque année en Amérique du Sud. Mais les écologistes craignent toujours pour la survie des éléphants. Lors de la conférence, 3 pays africains ont été autorisés à écouler leur stock d'ivoire. Après 10 ans d'interdiction, 60 tonnes seront donc remises sur le marché. Une décision qui risque de favoriser le braconnage, selon les défenseurs des éléphants. Depuis 1989, 120 tonnes d'ivoire illégales ont été saisies en Afrique.
Cinéma avec, je vous le disais, la disparition hier de James Coburn. L'acteur américain est mort à l'âge de 74 ans d'un arrêt cardiaque. Il avait notamment tourné dans Les 7 mercenaires et La Grande Invasion. Il avait reçu un Oscar pour le meilleur second rôle masculin il y a 3 ans pour le film Affliction de Paul Schrader. La voile, dernière ligne droite pour Steve Ravussin en tête de la route du Rhum. Il est attendu après-demain sous le soleil de la Guadeloupe. Surprise, Steve Ravussin est suisse, tout comme Bernard Stamm en tête d'une autre course, seul autour du monde. Et ce n'est pas tout, les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton en Nouvelle-Zélande comptent également un équipage suisse. Alors les eaux du lac Léman seraient-elles la meilleure école de voile? Julien Beaumont. Qu'on se le dise, pas besoin d'habiter en bord de mer pour être un grand marin. Regardez Steve Ravussin, le leader de la route du Rhum, est né à Lausanne. La voile, il y est venu sur le tard. Mais aujourd'hui, à 34 ans, avec 1 jour et demi d'avance sur ses concurrents, il pourrait battre le record de l'épreuve, à condition d'arriver avant vendredi, 22 h, à Pointe-à-Pitre. Je pense quelque chose par là, ça dépend si je dois rempanner, si... Parce que le vent a l'air baissé un peu en arrivant sur la Guadeloupe, donc ça plutôt pour vendredi matin. Mais il n'y a pas que sur l'Atlantique que l'accent helvète se fait entendre. Prenez les éliminatoires de la course de l'America, la régate la plus prisée dans le monde de la voile. Le syndicat de Genève domine largement la compétition, il vient d'ailleurs de se qualifier pour les demi-finales, et à Auckland, les Suisses font figure de favoris. Direction maintenant l'Afrique du Sud, et c'est encore un petit Suisse qui s'impose. Bernard Stamm a remporté mercredi la 2e étape de la course Eurendelonde, un tour du monde à la voile en solitaire avec escale. Malgré les idées reçues, la Suisse est en passe de devenir l'autre pays de la voile. Et oui, on parlait récemment du réveil des volcans en Italie. Eh bien, nous vous proposons maintenant un voyage à Pompéi. Un son et lumière fait revivre cette ville italienne où la vie a été figée il y a 2000 ans par une coulée de lave du Vésuve. Envoyés spéciaux Gilles Rabine, Giampiero Palombi. À la faveur de la nuit, le temps d'un souffle, on pourrait presque croire que le peuple de Pompéi vient de ressusciter. Pompéi, c'est l'un des très rares endroits au monde où le temps s'est arrêté il y a 2000 ans. Et la magie de ce son et lumière, c'est d'abolir l'immobilité des ruines pour ses visiteurs d'un soir. Pompéi, c'est aussi bien sûr l'histoire d'une tragédie, celle d'une petite ville de l'Empire romain, ensevelie par une coulée de lave du Vésuve en quelques heures, au milieu d'une nuit d'été en l'an 79 après Jésus-Christ. On a beaucoup fantasmé sur les fresques découvertes dans les ruines et imaginé une Rome antique où la vie était faite d'orgies et de bacchanales. Eh bien, ça n'est pas vrai. Le monde romain avait une morale plutôt rigide. Le désir féminin était un danger, le plaisir de l'homme une faiblesse. En fait, la Rome antique avait inventé le couple puritain. L'épouse a un devoir à respecter absolument, faire des enfants. En revanche, pour les hommes, tout était permis avec les esclaves et les affranchis. Cela permettait de supporter cette rigueur morale. Hypocrisie d'une société militaire machiste qui vénère le sexe masculin, qu'elle n'appelle pas phallus comme on le croit, mais fascinus, le fascinant. C'est ainsi qu'il désigne cette chose qui change d'aspect et de taille et qui apporte vie et prospérité. Attirance et aversion, désir et effroi, c'est l'éternel combat sexuel, comme on disait alors, entre Mars, dieu de la guerre, et Vénus, déesse de la beauté. À Pompéi, les contradictions de l'époque ont été figées par la lave en même temps que ses corps. Et une découverte musicale pour terminer. Tiken Niafakoli est en passe de devenir l'un des chanteurs de reggae les plus populaires d'Afrique. Cet Ivoirien de 33 ans a vendu 700 000 exemplaires de son dernier album en France. Il est en tournée jusqu'à la fin du mois. Olivier Lenouza, Gilbert Usan. Il est la voix des sans. Par-delà la Méditerranée, il chante l'Afrique, le fric, dénonce la corruption. Tiken Niafakoli, l'héritier d'Alpha Blondy, ivoirien comme lui. Avant chaque concert, la même prière. Tiken est surnommé lieutenant. Fakoli est un guerrier, certes mais pacifique, dont l'arme est la musique.
La société est divisée, même nos mères au marché sont divisées. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal. On est un peu à une période où les Africains commencent à réclamer leurs droits, à réclamer un peu plus de justice, d'égalité, et ça crée beaucoup de problèmes puisque nos dirigeants fonctionnent encore comme les rois de l'époque. Né en 1968 dans un petit village, Tikhonia commence à chanter à l'âge de 15 ans. Ses cassettes, il les porte alors lui-même aux revendeurs sur les marchés. Depuis, ses chansons sont fredonnées aux quatre coins du pays. Devenu le porte-parole des défavorisés, Fakoli avait prédit les récentes émeutes en Côte d'Ivoire. J'ai été victime de beaucoup de critiques dans les journaux proches du gouvernement, mais je dis que j'ai toujours dit ce que je pense. Et je pense que le temps m'a toujours donné raison. Il sillonne la France pour chanter son pays, son continent, son peuple. L'Afrique en a marre. Tiken, lui, poursuit son combat. Le lieutenant Fakoli est un artiste engagé et enragé. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Assure la météo Nathalie Riouet, l'info sur France 2, dernier journal minuit et demi Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités. Françoise Laborde recevra Ségolène Royal, députée PS des Deux-Sèvres. On se quitte sur ces images d'une exposition événement à Londres consacrée aux Aztèques, civilisation particulièrement connue pour ses sacrifices humains et ses rites macabres. C'est la plus grosse présentation d'antiquités aztèques depuis 30 ans. À demain.